Bienvenue sur Savoir-faire digital. Dans notre dernière vidéo, nous avons exploré les limites du modèle linéaire lorsqu'une hypothèse fondamentale, celle de la linéarité, est violée. Nous avons vu comment remédier à cette situation en transformant la variable prédictive x. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre défi, la violation de l'hypothèse de variance constante des résidus, aussi appelée hétérocédasticité. Lorsque cette hypothèse est remise en question, la fiabilité des estimations peut être affectée, entraînant des conclusions biaisées et une modélisation inefficace. Pour améliorer la performance du modèle, nous utiliserons une approche robuste, c'est-à-dire la transformation de la variable réponse via la méthode de Box-Cox. Tout au long de cette démonstration, nous travaillerons avec R dans l'environnement RStudio et la publication de nos résultats se fera via Quarto. Voilà, nous allons commencer notre démonstration avec la description du rapport. Le rapport final est organisé en 3 grandes sections. Premièrement, nous avons l'entête du document qui contient les métadonnées du document telles que le titre, l'auteur et les paramètres de formatage. Il permet de configurer l'apparence et les options du rendu du rapport. 2. Nous avons la table des matières qui permet une navigation rapide à travers les différentes sections du rapport. Elle offre une vue d'ensemble des analyses présentées. 3. Nous avons le corps du rapport, c'est-à-dire la partie principale du rapport, qui est composée de 2 sous-sections. La première sous-section, c'est la description des données qui présente les caractéristiques du jeu de données en détaillant les variables et leur signification. La deuxième sous-section, c'est l'analyse proprement dite qui inclut l'exploration statistique et les résultats de la régression permettant d'interpréter les relations entre les variables. Cette structure assure la production de rapports clairs, organisés et aisément exploitables pour l'analyse. Nous avons déjà démontré dans des vidéos précédentes comment générer des rapports automatiquement avec Quarto. Voilà, maintenant nous allons passer à la description des données de notre base. Donc, la base de données contient 1264 lignes et 12 colonnes, regroupant des informations détaillées sur des voitures d'occasion vendues. Chaque observation correspond à un véhicule et inclut les caractéristiques suivantes. L'ID correspond à l'identifiant unique attribué à chaque voiture. Le modèle est le nom du modèle du véhicule. Le prix est le prix de vente en euros. L'âge correspond au nombre de mois écoulés depuis la mise en circulation du véhicule. Le kilométrage est la distance totale parcourue par la voiture, mesurée en kilomètres. HP correspond à la puissance du moteur exprimée en chevaux ou bien horsepower. La couleur métallisée est une variable booléenne qui indique si la voiture possède une peinture métallisée ou pas. Donc ici 1 correspond à oui et puis 0 correspond à non. La transmission automatique est une variable booléenne aussi, indiquant si la voiture est équipée d'une boîte automatique ou pas. Donc 1 c'est toujours oui et puis 0 c'est non. CC indique le volume des cylindres du moteur exprimé en centimètres cubes.
La variable dose, ou bien porte en anglais, indique le nombre de portes présentes sur le véhicule. La variable guieuse indique le nombre de vitesses de la boîte de vitesse. La variable poids, ou bien weight en anglais, mesure plus précisément ici la masse du véhicule en kilogrammes. Cette structure permet d'analyser les facteurs influant le prix de vente des voitures d'occasion et d'examiner les relations entre différentes caractéristiques du véhicule. Dans cette étude, nous réalisons une régression linéaire simple où le kilométrage est utilisé comme variable prédictive et le prix de vente, ou bien price, comme variable réponse. Cette analyse vise à comprendre l'effet de l'usure kilométrique sur la valeur marchande des voitures d'occasion. Donc, ce jeu de données-là nous permettra non seulement de faire une régression linéaire simple, mais aussi de voir comment corriger la violation de l'hypothèse de variance constante, ou bien hétérocédasticité. Voilà, rapidement, nous allons montrer comment nous avons pu créer en fait cette description simple des données. Donc, voici notre code. Donc, nous avons déjà vu que pour lire un fichier texte, on peut utiliser read table, mais ici, nous avons un fichier CSV, ok? Comment separated value files. Donc, pour cela, on va utiliser une autre fonction, donc read CSV. Donc, tout dépend de votre base de données. Si vous avez un fichier texte, vous utilisez read table. Si vous avez un fichier CSV ou bien CSV, vous utilisez read CSV comme fonction. Ici, en fait, nous avons déjà dans notre répertoire de travail un fichier qui s'appelle useToyotaData.csv. Donc, ici, nous avons des headers. Donc, on va mettre header equal to true. Et pour le séparateur, puisque c'est un fichier CSV, on va mettre virgule. Bon, une fois qu'on a fini la lecture, on met tout cela dans un jeu de données que nous appelons MyDataFrame ou bien MyDF. Et maintenant, pour avoir une visualisation élégante, on va utiliser la fonction glimpse. On l'a déjà introduite dans les vidéos précédentes. Et il faudra comprendre que cette fonction-là se trouve dans la bibliothèque deployer. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous voulez aller vite, vous pouvez tout simplement faire deployer et puis vous indexer avec la fonction glimpse. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez d'abord appeler library et puis vous mettez entre parenthèses deployer et après, vous utilisez dans ce cas de figure-là uniquement glimpse sans mettre en fait le double de points. OK? C'est comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez en fait une description très claire de votre jeu de données. Ici, nous avons combien? 1264 points de vente ou bien lignes de données. Donc, chaque ligne est une voiture vendue. Donc, 1264 voitures vendues. Et ici, c'est le nombre de colonnes. On a 12 colonnes. Et ces colonnes-là sont ici, comme vous le voyez. Donc, l'identité, le modèle, le prix, l'âge, le nombre de kilométrage. Et puis, horsepower, c'est la puissance. Ici, c'est une variable booléenne pour dire si on a une couleur métallisée, oui ou pas. Ça, si c'est une voiture automatique ou pas. Si, c'est le nombre de cylindres. Et puis, dose, c'est le nombre de portes. Gears, c'est en fait le nombre de rapports de vitesse. Et puis, weight, c'est en réalité la masse en kilogrammes. Voilà, maintenant nous allons passer à la partie analyse. Donc, nous allons commencer avec un modèle appelé modèle 1. Donc, le modèle consiste en une régression linéaire simple où le kilométrage est utilisé comme variable prédictive et le prix est la variable réponse. OK? Donc, si nous regardons les coefficients de ce modèle, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine et la pente, on se rend compte qu'en fait, ces deux coefficients-là sont significatifs
selon le modèle. Donc, ici, nous avons, comme vous le voyez ici, l'ordonnée à l'origine qui est là, 1.49 10 puissance 4, et puis pour la pente, nous avons moins 6.82 10 puissance moins 2. Alright? Donc, ces deux coefficients sont significatifs parce que si on regarde ici très bien les valeurs P ou bien p-values, on se rend compte qu'en fait, c'est des valeurs très petites. Donc, en dessous de 0.05, en général, la valeur référence, on peut estimer que ces valeurs-là sont significatives à 95%. Voilà. Nous allons aussi constater qu'en fait, la pente, qu'elle est négative. Hein? Donc, cela a du sens. Plus le kilométrage est élevé, moins cher une voiture devient, n'est-ce pas? Donc, le prix et le kilométrage varient en fait dans les sens opposés. Par contre, si on regarde le coefficient de détermination qui est là, on se rend compte que c'est une valeur qui est relativement faible. Donc, cela peut se comprendre. Le kilométrage n'étant pas le seul facteur explicatif du prix d'une voiture d'occasion. Donc, nous allons inclure d'autres variables déterminantes et ferons une régression multiple plus tard. Mais pour l'instant, nous nous limitons à une régression linéaire simple pour établir les bases et améliorer le modèle en testant ces hypothèses. Donc, ici pour résumer, donc on a intercept et slope, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine et pente, qui sont significatifs. Voilà, nous l'avons déjà dit. Nous avons ici la pente qui est négative. Cela a du sens parce que plus on a de kilomètres, moins la voiture devient chère. Et on a dit aussi que nous avons un coefficient de détermination qui est relativement faible, ce qui veut dire que la puissance explicative du modèle qui prend uniquement le kilométrage comme facteur, cette puissance-là, la puissance explicative, est relativement faible. Nous verrons plus tard comment améliorer cette puissance explicative en ajoutant d'autres variables déterminantes, ce qui s'appelle faire une régression linéaire multiple, mais cela sera pour plus tard. Pour l'instant, nous nous arrêtons au contexte d'une régression linéaire simple, non seulement pour établir les bases qui sont les bases fondamentales d'abord, et après, nous allons voir comment, en se limitant au modèle simple, comment on peut améliorer le modèle en testant les hypothèses du modèle. Voilà, nous allons aussi montrer rapidement comment nous avons fait pour générer le résumé du modèle 1. Nous le savons déjà, mais on va juste montrer ça très rapidement. Donc ici, c'est quoi? Nous avons déjà notre data frame depuis la lecture en fait de nos données. Ici, nous appelons la fonction lm, c'est toujours la fonction que nous utilisons pour construire une régression linéaire simple. La variable réponse, c'est price. La variable prédictive, c'est kilomètre. Après, on construit un modèle et on met le modèle dans une variable que nous appelons modèle 1. Et puis, nous passons à la fonction summary qui veut dire résumé. Nous passons en paramètre le modèle. On met le résultat dans m1.summary pour pouvoir utiliser cette variable-là si nous avons besoin de cela dans le reste de notre code. Et pour afficher, vous faites tout simplement m1.summary. Donc voilà rapidement comment nous avons fait pour construire le résumé de notre modèle. Voilà, maintenant nous allons passer au test du modèle 1. OK? Nous allons particulièrement tester la linéarité et puis nous allons aussi tester l'homocédasticité qui est l'hypothèse de variance constante. Nous allons aussi tester l'indépendance, mais attention, puisque ici nous avons une étude observationnelle, nous allons tester la notion d'erreur non corrélée qui est en fait un proxy pour pouvoir tester l'indépendance. Donc pour l'homocédasticité et la notion d'erreur non corrélée, nous allons utiliser le graphique des résidus
ici. Et pour la linéarité, nous allons tout simplement utiliser le nuage de points avec la droite de régression. Donc ici, l'analyse préliminaire du modèle met en évidence plusieurs éléments importants. Donc, nous l'avons déjà dit, pour la linéarité, nous voyons très bien que le nuage de points montre une relation linéaire négative et modérée entre le kilométrage et le prix. Cela signifie que globalement, les véhicules ayant un kilométrage plus élevé tendent à être vendus à un prix inférieur. OK? Donc, cette tendance est confirmée par le coefficient de corrélation qui est égal à moins 0,62, indiquant ainsi une liaison inverse entre les deux variables, prix et kilomètre. Donc, si nous regardons ici très bien, vous pouvez calculer le coefficient de corrélation entre le prix et le kilométrage. Nous trouvons moins 0,62 et ça se voit nettement sur la droite qui a une pente descendante ou bien négative. Pour la linéarité, en général, il y a une relation plus ou moins linéaire. La droite de régression passe plus ou moins au milieu du nuage, sauf que nous avons vu il y a une petite déviation pour ces points-là qui sont complètement en haut. Nous allons revenir sur cela dans notre analyse. Pour l'homocédasticité, l'examen du graphique des résidus révèle une violation claire de l'hypothèse de variance constante des erreurs. Cela suggère que les résidus ne sont pas distribués uniformément et qu'une transformation pourrait être nécessaire pour stabiliser la variance et améliorer la fiabilité du modèle. Ici, par exemple, nous voyons que le graphique des résidus, ici nous avons notre niveau 0 qui est la droite horizontale. Maintenant, regardez très bien, est-ce que ces nuages de points-là, des résidus, sont distribués de manière uniforme? On voit que c'est non. On voit très bien qu'il y a une structure qui se dégage. Nous voyons par exemple au début, c'est comme si presque tous les résidus étaient au-dessus de 0. Complètement. Il n'y a rien en bas ici. Et même mieux, plus on s'écarte de la gauche vers la droite, on voit qu'en fait, c'est comme si les résidus augmentaient en valeur absolue. Donc, on peut dire que les résidus ne sont pas uniformément distribués et ceci est une violation nette de l'homocédasticité. On a ce qu'on appelle une hétérocédasticité et il faudra corriger ceci pour que le modèle soit pertinent. Pour corriger en fait cette hétérocédasticité, une solution proposée est une approche efficace pour traiter ce problème et la transformation automatique de la variable réponse. En particulier, nous allons ici utiliser la méthode de Box-Cox qui peut être utile pour ajuster la distribution des résidus et améliorer l'adéquation du modèle. Cette transformation permettra de rendre la variance plus homogène et d'optimiser la performance des estimations. Donc, l'application de cette correction pourrait renforcer la pertinence de l'analyse et affiner les conclusions sur l'impact du kilométrage sur le prix des véhicules d'occasion si nous nous arrêtons uniquement à un modèle linéaire simple. Pour mieux en fait affiner d'ailleurs notre modèle, il serait bien de voir est-ce que introduire d'autres variables significatives pourrait améliorer en fait le coefficient de détermination, mais comme je l'ai dit, ceci se fera plus tard quand nous aborderons la notion de régression linéaire multiple. Pour l'instant, on va d'abord asseoir les bases fondamentales, oui, c'est ça, et après, on va essayer de voir comment rendre notre modèle beaucoup plus complexe, mais aussi beaucoup plus prédictif. Nous avons déjà
analysé les tests. Maintenant, nous allons voir comment nous avons pu générer ces tests-là avec notre code. Donc, voilà le code. Ici, c'est très simple. Ici, on appelle la bibliothèque ggplot2. Après, ici, on définit une fonction qui nous permettra de tester la linéarité. On appelle la fonction plotScatter pour dessiner le nuage de points et la droite de régression. La fonction va recevoir 4 paramètres, le jeu de données, et puis notre modèle, et puis les variables x et y. Le reste du code, nous l'avons déjà vu. Visualiser en fait un nuage de points avec ggplot. Donc ici, on utilise la fonction ggplot. On passe ici le modèle x égale à x, y égale à y, parce que nous allons ici passer ces variables-là lors de l'appel. Là, on fait appel à la fonction geom_point et puis on ne passe rien. Et là, nous appelons la fonction geometric_ab_line. Cette fonction-là qui nous permettra de dessiner la droite de régression. L'ordonnée à l'origine, on le voit bien ici. Ce n'est rien d'autre que le premier coefficient du modèle. Et puis, la pente, c'est bien le deuxième coefficient qui provient aussi du modèle. Donc, on l'appelle comme ceci. Vous faites d'abord coef pour dire le coefficient du modèle. Et puis, là, vous indexez par le deuxième. N'oubliez pas que pour le langage de programmation R, on indexe à partir de 1 et non pas à partir de 0 comme en Python. Et là, c'est là où nous dessinons la ligne avec une couleur bleue. Ça, c'est la couleur, color. Et puis ça, c'est l'épaisseur de la ligne. Là, nous avons choisi une épaisseur qui est égale à 1. Alright? Il y a une autre façon de faire, comme cela, mais écoutez, bon, puisque nous avons notre modèle, nous pensons que c'est plus simple de le faire comme ceci. De toutes les façons, tout ceci a été déjà fait dans les démos précédentes, donc c'est juste une révision. Ici, nous mettons en fait les labels sur l'axe des X. Par exemple, si l'axe des X, c'est bien des kilomètres. Si l'axe des Y, c'est bien le prix. Ça, c'est le titre. Maintenant, de même, on construit ici une fonction pour les résidus. De la même façon, on appelle ggplot. Ici, on passe le modèle. Ici, maintenant, on va faire attention. Sur l'axe des X, c'est fitted values, qui proviennent aussi du modèle. Et sur l'axe des Y, nous avons les résidus. Alright? Et maintenant, attention ici, pour la fonction geom_ab_line, nous ne devons pas tracer la ligne de régression, mais plutôt nous devons tracer en fait une droite horizontale. C'est le niveau 0. Quand il n'y a pas d'erreur, l'intercept sera égal à 0 et puis le slope ou bien la pente sera égale à 0. Maintenant, nous allons tracer la ligne horizontale 0 avec une couleur rouge et puis une épaisseur de 1. Là aussi, c'est clair. Je pense qu'on le voit. Si l'axe des X, c'est fitted value, si l'axe des Y, c'est residuals ou bien les résidus. Et puis, vous mettez votre titre. Une fois que vous avez défini ces deux fonctions-là, c'est tout simple. Nous appelons la première fonction plotScatter et on passe les éléments. Notre data frame, c'est MyDF. Nous l'avons déjà lu auparavant. Le modèle, pour l'instant, c'est le modèle 1. Si l'axe des X, c'est le kilométrage, si l'axe des Y, c'est bien la réponse ou bien c'est le prix. Pour les résidus, on appelle tout simplement plot résiduel et puis on passe le modèle. C'est beaucoup plus efficient d'écrire le code une fois et de l'utiliser plusieurs fois. Et pour faire cela, on a besoin de créer ces deux fonctions-là qui nous permettent de tester aussi bien la linéarité que la notion de variance constante, ou bien l'hypothèse de variance constante. Et après cela, vous aurez en fait ces deux graphiques-là.
Maintenant, vous voyez très bien qu'en fait, nous avons un graphique pour la linéarité qui est à gauche et nous avons un autre graphique qui est à droite. Ça, pour le faire comme ceci, je pense qu'aussi nous l'avons déjà démontré dans les vidéos précédentes. Il suffit d'utiliser Quarto pour générer automatiquement ce rapport-là. Donc, il y a en fait des codes Quarto qui n'ont rien à voir avec le code R pour pouvoir écrire votre rapport de façon automatique et élégante. Par exemple, le morceau de code qui nous permet d'avoir les deux figures côte à côte, vous utilisez un label d'abord dans votre cellule et puis vous utilisez FigCap, puis vous mettez le titre. Par exemple, ici, on a mis M1 test pour dire qu'en fait, c'est des tests pour le modèle 1. Et puis, vous faites aussi ce qu'on appelle Fig subcap. Alright? Et ça, vous le mettez dans votre code, au-dessus de votre code. Dans la cellule de votre code, vous mettez en fait ce paramétrage-là pour dire au langage R comment il doit disposer vos graphiques. Et puis, vous ajoutez ce qu'on appelle un layout. Là, on a mis layout-n call 2.2 pour dire que nous avons besoin de deux colonnes ou bien de deux graphiques côte à côte. Donc, le premier graphique sera pour la linéarité et le deuxième graphique sera pour l'hypothèse de variance constante, scatterplot and residual plot. Nous savons maintenant qu'une transformation de variables est nécessaire pour améliorer la qualité de notre modèle de régression. Pour cela, nous allons appliquer une transformation de Box-Cox qui consiste à modifier la variable réponse y en y à la puissance lambda. Cette approche permet de stabiliser la variance et d'améliorer la normalité des résidus, garantissant ainsi une meilleure adéquation du modèle. La méthode de Box-Cox nous aidera à déterminer la valeur optimale de lambda, c'est-à-dire la valeur de lambda qui maximise la log vraisemblance ou bien log likelihood. Une fois ce paramètre identifié, nous pourrons maintenant appliquer la transformation et ajuster notre modèle. Cette étape est essentielle pour améliorer les estimations du modèle. Comme nous l'avons dit, nous avons une violation de l'hypothèse de la variance constante et nous avions demandé comment régler ce problème-là. Donc, nous avons une méthode qui nous permet de régler le problème si possible. Donc, ici, on va utiliser la méthode de Box-Cox. Donc, c'est une méthode statistique qui permet, comme nous l'avons déjà dit, de stabiliser la variance et de nous donner des erreurs normalement distribuées. Après, une fois qu'on aura identifié la valeur optimale de lambda, nous allons transformer la variable réponse. On va passer de la valeur y, maintenant on va passer à y à la puissance lambda. Théoriquement, la formule est beaucoup plus complexe. Donc, normalement, on doit faire cette transformation-là, qui est là, y à la puissance lambda moins 1 divisé par lambda. Mais pratiquement, en fait, il suffit de faire une transformation avec la formulation la plus simple qui est y à la puissance lambda. Parce que si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que y à la puissance lambda moins 1 sur lambda à peu près varie de façon proportionnelle à y à la puissance lambda. Maintenant, si vous êtes un peu pointilleux et vous voulez appliquer la formule exacte, vous pouvez toujours la faire. Y à la puissance lambda moins 1 sur lambda. Évidemment, il y a plusieurs lambda possibles, mais la valeur optimale de lambda sera positionnée là où la fonction log likelihood ou bien log vraisemblance est au max. Et
ce lambda-là, c'est ce lambda-là qu'on appelle lambda optimal, et c'est ce lambda-là qu'il faut utiliser pour faire la transformation de variables. Voilà théoriquement ce qu'il faut dire par rapport à cette transformation-là. Maintenant, pratiquement aussi, je vais vous montrer en fait le code. C'est très simple. Vous pouvez utiliser la bibliothèque mass, MA2S, et puis la fonction s'appelle boxcox, ok? Et ce que vous devez faire, vous passez votre modèle qui est là. Ici, bon, notre modèle, c'est le modèle 1 que nous voulons ajuster, ok? Et puis le résultat, on le met dans une variable que nous appelons boxcox. Et après, on va chercher en fait la valeur de lambda qui est la valeur optimale. Donc pour cela aussi, c'est très simple. Vous faites boxcox, bien sûr la variable que vous aviez ici, et puis vous indexez avec la variable x. C'est bien x, donc vous mettez $x, et puis vous cherchez là où la valeur est maximale. Donc pour cela, vous utilisez which.max, et puis vous passez boxcox, et là vous indexez maintenant par y, donc il faut mettre $y. Vous n'avez pas besoin de retenir ceci par cœur. Il suffit de regarder la documentation, et puis la documentation vous dira comment avoir le lambda ou bien la valeur lambda optimale. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la valeur exacte. Ici, on va arrondir la valeur. Donc, avec la fonction round, nous passons la valeur lambda optimale. Nous voulons tout juste 2 chiffres après la virgule pour simplifier toujours. Maintenant, on met cela dans notre lambda optimal ici. OK? Une fois que vous avez ceci et que vous exécutez votre code, donc vous aurez ce graphique-là qui est là aussi. Là, vous aurez les lambdas possibles sur l'axe des x. Donc, en général, les valeurs varient entre -2 et 2. Donc, -2, -1, 0, 1, 2. Et puis, là, nous avons la fonction log_likelihood. OK? Vous voyez cette fonction-là. Et maintenant, la valeur maximale, donc ici au sommet, nous donne notre valeur de lambda. Nous, on va juste, en fait, arrondir à -1. Dans notre code ici, nous avons calculé la valeur lambda optimale. Nous avons fait un arrondi à 2 chiffres. Nous aurons une valeur qui est égale à -0,87 qui est là. Pratiquement, nous allons juste en fait simplifier et dire que lambda égale à -1. On va maintenant construire un deuxième modèle avec cette transformation de variable là pour voir est-ce que cela va améliorer l'adéquation de notre modèle. Voilà pour cette vidéo-là sur la transformation de la variable réponse avec la méthode de boxcox. Nous allons nous arrêter ici pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Dans la deuxième vidéo, toujours sur la transformation de la variable réponse avec la méthode de boxcox, nous allons montrer comment maintenant utiliser la valeur de lambda pour construire un deuxième modèle, refaire nos tests et comparer, bien sûr, les deux modèles. Merci et à la prochaine.